La Méditerranée, c'est à la fois la chair, une joie des sens, ce sont des odeurs, et puis c'est la terre de l'émotion, mais aussi de la raison. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. Oui, grand témoin aujourd'hui, et le héros de grand témoin aujourd'hui, ou l'héroïne, je dirais, la Méditerranée, ou plutôt les Méditerranées au pluriel. Et pour en parler, qui mieux que Louis Bachou, à tout seigneur, tout honneur. Merci Louis Bachou d'être parmi nous. Je vous remercie moi aussi, et je suis ravi de pouvoir travailler avec Amer Ouali et notre ami Adnan Azam. Alors Amer Ouali qui est Merci là, beaucoup. qu'on reçoit, qui est journaliste, essayiste, romancier, et qui est surtout un observateur hors pair, en tout cas de la vie sociale, de la vie politique, et qui vient de commettre plusieurs ouvrages dont on va vous parler dans un instant. Et puis bonjour Amer. Bonjour Nasser. Azul Felek. Et puis Adnan Azam, qui est qu'on présente plus, qui vient aussi de commettre un beau livre de Damas Moscou à cheval, et qui est un globe-trotteur de la paix et de la tolérance. Bonjour Adnan. Bonjour Nasser, et merci beaucoup de m'inviter à cette émission pour parler de notre mer méditerranéenne. Voilà. Alors notre mer MER, notre mer ME accent grave RE. Alors vous êtes un peu comme comme Astérix. Vous êtes tous les trois tombés dans la potion magique quand vous étiez petits. Donc la Méditerranée, pour vous, c'est quelque chose de complètement consubstantiel. Votre Méditerranée à vous, parce que j'ai décidé de mettre cette émission au pluriel, comment vous la définiriez? Louis Bachou d'abord. La Méditerranée, c'est à la fois la chair à tous les instants, c'est-à-dire une joie des sens, sont des odeurs, sont des caresses, c'est le plaisir de la peau et le plaisir de la chair, et puis c'est la terre de l'émotion, mais aussi de la raison. C'est la raison résonante qui est née en Méditerranée et qui a poussé avec la Méditerranée. Alors cette raison à laquelle vous êtes fortement attaché, parce que même si vous déclinez de temps en temps les monothéismes, vous les expliquez très bien, les Pax Democratica, etc., vous êtes très attaché à cette raison. On y revient dans un instant. Vous avez l'Algie qu'on a écouté sur Beurre FM, l'Oiseau des profondeurs, qui raconte votre histoire, votre attachement à la terre d'Algérie. Vous avez été élevé dans l'Oarsenis pendant une dizaine d'années. Vous êtes né à Alger sur une escale, on ne sait plus très bien quel jour, mais en tout cas de père, de mère turc, grec, etc. Donc la Méditerranée, non seulement elle vous parle, mais aussi vous lui parlez. Alors, Amer Ouali, vous êtes ce qu'on appelle quelqu'un qui vient d'Algérie. Vous êtes né en Algérie. Vous êtes journaliste, essayiste, romancier. Vous avez entre autres commis aussi des ouvrages. D'ailleurs, on va les montrer à l'antenne si votre voisin peut les montrer. Amer Ouali, donc le coup d'éclat de la naissance du fils aux législatives avortées, et puis la Terreur sainte surtout, l'histoire de la décennie sanglante. Amer Ouali, merci d'être là. Avec plaisir, merci de me permettre de m'exprimer justement. Et souvent dans tous nos débats, que ce soit Beurre FM, dans d'autres radios, à la télévision, dans des colloques, le grand reproche qui est fait sur cette décennie sanglante, et même plus, c'est que rien n'a été mis sur la table. Il n'y a pas eu cette chose comme il a pu exister en Afrique du Sud dans la réconciliation. On a fait une amnistie pure et simple, et vous décryptez tout ça parce que vous étiez aux premières loges et vous avez commis ces ouvrages qui permettent de raconter jour par jour quasiment cette horreur, l'horreur qui a plongé l'Algérie dans le noir. Faut dire ce qui est. Et donc, on va en parler dans un instant. Cette Méditerranée à laquelle vous êtes attaché, qui aujourd'hui voit des haragas, des gens mourir en pleine mer, ils partent d'Oran, ils partent du Maroc, ils partent de Tunisie. Tous ces gens qui partent, et puis les récentes statistiques montrent que c'est une majorité d'Algériens qui meurent en Méditerranée, qui fuient l'Algérie. Cette Méditerranée qui aujourd'hui est ensanglantée, comment vous la définiriez pour vous ?
Alors, la Méditerranée, pour moi, donc, moi je suis né en Algérie, donc j'ai grandi, je suis né en Kabylie, mais après mon adolescence, je suis venu à Alger, je me suis installé à Alger. Donc la Méditerranée, pour moi, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de rêves, et c'est l'évasion. Donc ça incarné pour nous, quand on est à Alger, on regarde vers le nord. Donc c'est l'évasion, c'est le rêve. C'est ça la Méditerranée. Alors, vous parlez du problème des Haragas, et j'établis un lien avec la décennie noire. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette décennie noire que nous avons vécue en Algérie n'a pas connu ce drame. C'était terrible ce que vivaient les Algériens. Et pourtant, les Algériens avaient énormément d'espoir. Ils ne prenaient pas le risque de partir, de se faire tuer en mer. Alors, c'est assez paradoxal, c'est très étrange. Et quand la paix est plus ou moins revenue, on a vu ces vagues de migrants partir prendre le risque. C'est très étonnant, on peut en parler, on peut essayer de savoir pourquoi ça se passe comme ça. Adnan Azam, Damas, Moscou à cheval, c'est le titre de votre très beau livre. Vous, c'est la Méditerranée orientale. Adnan Azam, il y a combien de pays en Méditerranée ? Écoutez, on va les compter ensemble. On va commencer par la Méditerranée occidentale, c'est 5 plus 5, ça fait 10. Voilà. On rajoute le Liban et la Grèce, ça fait 12. Voilà, hein, donc, et puis on rajoute une petite dizaine, la Syrie, la Croatie, la Palestine, etc. C'est à peu près une vingtaine, entre 20 et 23. Hein. Et vous êtes ce qu'on appelle de la Méditerranée orientale, c'est-à-dire que vous êtes syrien et vous êtes de la diaspora syrienne et votre cœur balance entre les deux pays, comme pour les binationaux algériens ou marocains ou tunisiens, peu importe. Et cette Syrie, vous l'avez toujours valorisée et vous avez toujours, refusé la stigmatisation. Et aujourd'hui, pour parler de cette fin d'année 2022, on entend ici et là même des rafales français qui s'entraînent à la frontière syrienne, qui font des raids, etc. La guerre n'est pas finie, les Russes sont là-bas. Alors, cette Méditerranée, ce lac de paix, à l'origine, est devenu un lac tourmenté avec des intérêts qui sont, des intérêts qui sont une convoitise, en tout cas, de certains pays. On parlera de la Turquie, on parlera aussi d'autres pays. Comment vous définissez cette Méditerranée ? Écoutez, je suis passionné. Je ne suis pas un historien, mais je suis passionné par l'histoire. Si je pense réellement à la mer méditerranéenne, le Méditerranée, c'est le bout de tous les chemins du monde. La Méditerranée, c'est l'objectif final de toutes les caravanes du monde. La convergence. Absolument. La Méditerranée, c'est le point d'orgueil de tous les leaders du monde. C'est-à-dire, si on regarde de Timor-Leste à Genghis Khan, à Napoléon, Alexandre le Grand, il n'y a pas un seul leader au monde qui n'a pas voulu couronner ses conquêtes par l'arrivée à la Méditerranée orientale. Jérusalem, Damas. C'était absolument... Les croisades. Là, vous parlez des croisades. Bagdad, c'est un peu plus à l'est. Mais Jérusalem, Damas, c'était absolument la destination finale à tous les grands leaders du monde. Dans ma tête, c'est extrêmement clair. Je commence par les Sumériens, 6-7 000 ans avant Jésus-Christ, les Babyloniens, les Phéniciens, toutes les grandes civilisations du monde, les Grecs, les Romains, et ils ont voulu mettre leur drapeau au-dessus de Damas ou de Jérusalem. Alors, cette Méditerranée, c'était à la fois une convoitise, c'est un berceau, le Louis Bachou, c'est un berceau ou c'est un tombeau ? C'est surtout le berceau des civilisations, de nos civilisations, des 3 civilisations. Nous avons aujourd'hui, rappelez-vous, les 3 religions du livre, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont les 3 religions du livre, et ces 3 religions sont sorties de ce petit bout de mer. Elles sont sorties, mais parce qu'il y avait déjà un substrat. Mais il y avait déjà un polythéisme. Mais dans le polythéisme, il y avait un dieu majoritaire. Mais la Genèse allait commencer avec les Sumériens, ils viennent de le dire. La Genèse a commencé avec les Sumériens. Alors, il faut mettre tout de même un ralenti par rapport à mon ami Azam. L'Asie n'a jamais pensé comme nous.
l'Asie n'a pas eu besoin de religion pour faire un toit sur toutes les cultures, car ce sont les religions et la démocratie. Rappelez-vous, la démocratie est arrivée avant les deux monothéismes, de la Méditerranée. Mais l'Asie n'a pas eu besoin de ça. Elle a eu besoin tout simplement du quantitatif. Elle a commencé par le quantitatif. Tandis que chez nous, la diversité a été toujours la base de notre réflexion. C'est trouver un toit sur les cultures. Amer Ouali, la Méditerranée, Braudel a dit dans son magnifique ouvrage, ce sont que des routes, ce n'est que de la circulation, c'est que de la mobilité. Et aujourd'hui, on entend parler de visas, de cloisons, de murs, de morts. Où est-ce que ça bug ? Merci de nous faire revenir à l'actualité, justement. Alors, la Méditerranée devrait être quelque chose qui unit l'Europe à l'Afrique. Ça ne doit pas être quelque chose qui sépare l'Europe de l'Afrique. L'Europe et l'Afrique doivent travailler ensemble, doivent coopérer. Donc, moi, je trouve absolument incroyable, mais tout à fait aberrant, la restriction de la circulation entre les deux rives de la Méditerranée. Les deux continents ont énormément de choses à faire ensemble. Le verrouillage des frontières est en train de donner ce phénomène de la harga, avec des gens qui partent de tous les pays africains pour arriver en Europe. Alors, et dans le cadre de cette mobilité, il faut aussi qu'il y ait une mobilité à l'intérieur de l'Afrique. Il ne faut pas que l'Afrique verrouille aussi ses frontières à l'intérieur. Quand on voit un peu ce qui se passe en Algérie, là aussi, c'est pas très réjouissant. Quand on renvoie des migrants africains qui veulent uniquement transiter, et quand on les renvoie vers leur pays, donc c'est pas bien. Donc il faut qu'il y ait une solidarité à l'intérieur de l'Afrique, et il faut aussi qu'il y ait une solidarité entre l'Europe et l'Afrique. Donc la Méditerranée, pour moi, c'est pas quelque chose qui sépare deux continents, c'est quelque chose qui doit unir l'Europe et l'Afrique. Alors, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que chacun doit s'agir son camp. C'est-à-dire que on a l'impression que la Déclaration des droits de l'homme, que ce soit 1789, 1793, que ce soit après la Seconde Guerre mondiale, le plus jamais ça, on a l'impression que c'est une Déclaration des droits de l'homme pour les Occidentaux et pour les gens développés. Est-ce que l'histoire du visa, par exemple, l'histoire de la restriction de mobilité dont vous parlez, est-ce que c'est pas, disons, le colonialisme qui revient par la fenêtre? Il a été chassé par la porte et il revient par la fenêtre sous forme à la fois de restriction de voyage et sous forme d'exploitation des richesses et des matières premières. Est-ce que c'est pas ça? Il y a de ça, bien sûr. Alors déjà, il y a un appui aux pouvoirs locaux en Afrique, qui ne sont pas quand même des démocraties, c'est ça qui est assez étonnant. Alors en Europe, on essaie de promouvoir la démocratie, mais en Europe, on soutient des pouvoirs qui ne sont pas tout à fait compatibles avec la démocratie. Donc il y a bien entendu le désir de continuer à contrôler, le désir de continuer à exploiter les richesses de l'Afrique est là. Mais l'Afrique, ce n'est pas uniquement des matières premières. L'Afrique, c'est aussi des humains, c'est aussi des hommes, c'est aussi des femmes qui ont du talent, qui ont du génie, qui ont beaucoup de choses à faire. Donc, l'Europe n'a pas besoin uniquement de ressources du sous-sol africain, elle a aussi besoin de ces ressources humaines. Donc, c'est pour ça que l'Europe a tout intérêt à favoriser la mobilité et aussi à favoriser le développement en Afrique pour essayer un temps soit peu de faire que les gens ne soient pas obnubilés, obsédés par ce désir de départ. Adnan Azam, le Moyen-Orient, ça n'a pas toujours été des massacres, des morts, des envahissements. On a eu les grandes civilisations, Damas, Bagdad. À ce moment-là, il y avait une relative régulation des pouvoirs, des gouvernances, et ça se passait très bien. Comment on est arrivé à criminaliser, à discriminer toute une région, tous des pays, à les bombarder de temps en temps et à en faire des ennemis aux yeux du monde entier? Comment cette situation a pu s'installer? Il faut croire qu'après la Première Guerre mondiale et l'arrivée des États-Unis en force sur le monde, les États-Unis a besoin toujours de désigner un ennemi. C'est dans leur tête, c'est dans leur manière de penser, c'est dans leur
Et donc, déjà, ils ont dépecé la planète Absolument. après le traité de Versailles en se partageant les pays. Donc, quand on parle de la Méditerranée, ça ne convient pas à la politique étrangère des États-Unis. En 2008, rappelle-toi, Nasser, on a tellement rêvé en 2008 avec le président Nicolas Sarkozy, quand il a lancé son projet l'Union pour la Méditerranée. L'UPM, oui. Et on était tellement actifs. Moi, je me rappelle, on a fait des réunions sur réunions et on a rêvé, en fait. Et d'un seul coup, c'est tombé à l'eau parce que, tout simplement, justement, les Américains, ils n'ont pas permis à Nicolas Sarkozy de continuer à faire vivre ce projet. Et surtout, la question palestinienne passait à la trappe. Eh ben, y a plusieurs... C'est surtout ça qui a été l'obstacle, c'est qu'on a considéré qu'il n'y avait pas d'État palestinien. Répondre à notre ami par rapport à Merwali. Absolument, à l'Afrique. Vous savez, chaque homme, il a plusieurs dimensions dans sa vie. Et chaque pays du monde, elle a plusieurs dimensions. Moi, je suis arabe syrien, mais je suis méditerranéen. C'est-à-dire, ça n'enlève rien de mes sentiments d'être complètement méditerranéen. Je me sens parfaitement à l'aise avec un grec ou un italien, comme je me sens à l'aise avec un arabe de Yémen. Donc, ça n'enlève rien à l'homme méditerranéen d'être bien avec un Africain ou un Européen du Nord. Donc, la mer Méditerranée, d'abord, on prend les pays qui entourent la mer Méditerranée, on essaye de faire quelque chose avec eux aujourd'hui, et c'est une chance historique pour la France aujourd'hui. Moi, vraiment, je le dis, j'ai réfléchi depuis très longtemps à cette question. C'est une chance pour la France que les États-Unis aujourd'hui ne peuvent pas toujours frapper sur le doigt, parce qu'il y a la Chine, il y a la Russie, il y a tout ça, pour que la France reprenne l'avion et débarque à Damas avec le drapeau méditerranéen pour intégrer tous les pays autour de la Méditerranée dans cette notion porteur d'espoir et porteur de projet. Amer Wali, dans la surenchère à laquelle on assiste, puisque là, il y a la multilatéralité a volé en éclats, chacun construit un mur à sa porte. Est-ce que, je dirais, dans cette configuration, est-ce que finalement, ce qui menace un petit peu cette paix, cette stabilité, ce sont les nationalismes. Est-ce que les nations sont encore l'avenir de cette région? Est-ce que la Méditerranée ne peut pas se construire sur une confédération d'États ou des choses comme ça? Est-ce que les nations sont encore la solution pour construire une mer Méditerranée pacifiée, dynamique, développée, prospère, etc. Est-ce que les nationalismes ne sont pas la chose qui empêche ce genre de choses? Ben, tout à fait. De telle manière, sur la rive sud, il y a de telles rivalités entre les pays méditerranéens que c'est très très compliqué. Effectivement, il y a une très grande rivalité entre le Maroc et l'Algérie, qui est très connue. La situation en Libye est un peu compliquée. Là aussi, il y a des sentiments nationalistes et tout. Donc oui, les nationalismes, effectivement, sont un obstacle à la création de cette fédération méditerranéenne. Bien sûr. Alors, il faut faire en sorte, justement, que ces nationalismes ne soient pas exacerbés. Il faut qu'il y ait une paix sur la rive sud. Et je pense... alors, cette paix doit être favorisée aussi par l'Europe. Parce qu'il y a quand même... Alors, on a parlé du problème palestinien, il y a aussi un problème au Maghreb, il y a le problème du Sahara occidental qui est posé. Alors, légitime ou pas légitime, on peut en parler. De toute manière, il y a un projet de règlement de la question saharienne qui est posé depuis des années, et un plan de règlement qui est prévu depuis 1992, donc 30 ans. Ça fait 30 ans, un référendum d'autodétermination aurait dû avoir lieu. Ce référendum est bloqué, il n'a jamais eu lieu. Donc l'Europe aussi doit faire en sorte que ce problème soit réglé. Alors une fois ce problème est réglé, donc ce point de friction entre entre l'Algérie et le Maroc est réglé, je pense que ça va permettre une dynamique et ça va permettre d'aller plus vite. Louis Bachou, vous êtes président d'un think tank, Humanive, et vous préconisez pour la Méditerranée de parler la même langue. C'est-à-dire que vous préconisez que les enfants très tôt puissent apprendre, parler l'arabe, le tamazight, l'espagnol, le français et l'anglais. Et le français. Pourquoi je dis ça? Parce que on ne peut pas aller vers le respect de l'autre
si on ne le comprend pas. Il faut pouvoir échanger avec l'autre pour s'apercevoir que c'est un enrichissement, l'autre. Et si on ne le fait pas, si on n'apprend pas justement ces langues, et très rapidement, et je dis que c'est la grande faute de l'Europe, puisque nous parlons de l'Europe, il fallait très rapidement, à la fin de la guerre, définir que le bassin méditerranéen, et en commençant, et c'était plus facile encore à cette époque parce que nous étions moins nombreux, et en commençant par l'éducation de la jeunesse méditerranéenne autour, des langues de la Méditerranée, et deuxièmement, aussi du patrimoine méditerranéen qui est considérable. Nous avons les meilleurs philosophes, nous avons les meilleurs, les meilleurs non seulement philosophes, mais techniciens, nous avons les missionnaires de toutes sortes et de toutes religions, et même les missionnaires de la démocratie. Adnan Azam, c'est aujourd'hui peut-être que la langue la plus universelle, c'est le numérique, c'est le digital, c'est donc le développement de Google, de Facebook, des réseaux sociaux, etc. Vous pensez que ça peut faire circuler l'information, que ça peut pacifier, qu'on peut entrer dans une ère de dialogue? Moi, je vous parle de ma propre expérience. Comme je suis un voyageur né, donc je suis tout le temps dans un pays étranger. Quand j'étais en Iran, par exemple, je ne connaissais pas un mot en langue persan. Et grâce à mon portable, j'ai installé un programme. Je n'avais pas senti une seule seconde que j'étais étranger. Et c'était passé exactement en Russie de la même manière. Or, la langue russe, elle est totalement différente de l'anglais. Mais aujourd'hui, si je réponds à notre ami Philippe, vous savez... Louis Bachou. Louis Bachou. Je prends mon petit-fils qui a 4 ans. Mon petit-fils, il parle avec sa maman en français, avec son père en arabe et avec ses copains à la crèche en allemand. Donc, dans chaque société, nous avions dans le passé, nous avons maintenant, nous aurons demain toujours des génies qui parlent plusieurs langues de toute façon, mais nous aurons des gens de village que vous ne pouvez jamais les convaincre de dire un mot en dehors de leur langage, même, je veux dire, très très local. Et donc, la langue, pour moi, ce n'est pas un problème. Les Méditerranéens, depuis les Phéniciens, les Romains, les Grecs, ils avaient toujours la capacité de se comprendre, de traduire d'une culture à l'autre, d'une civilisation à l'autre. Ça, c'est absolument pas un problème. Aujourd'hui, un mouvement comme la vôtre, Humanive, je suis sûr, si vous activez un peu, si vous donnez un peu plus de force, vous serez capable de jouer un rôle. Parce que le gouvernement aujourd'hui, c'est pas eux toujours qui font la pluie ou le beau temps. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au mouvement socioculturel des hommes. Je saisis. Répondre à... je saisis. Attendez, vous allez répondre, mais je saisis. C'est ce que dit Adnan Azam pour poser une question à Amer Wali. La Méditerranée, aujourd'hui, elle est victime du réchauffement climatique. Les 10 villes les plus chaudes au monde sont en Méditerranée. Et en même temps, on sent bien que pour construire la Méditerranée, ça revient dans tous les discours, faut encourager la société civile. Or, ces sociétés civiles sont énormément... quand elles ne sont pas massacrées, elles sont sous tutelle et elles sont minorisées sur ce pourtour-là. Le rapport avec les gouvernances, avec les systèmes démocratiques, quid de cette possibilité pour que ces États changent leur gouvernance, modifient leur perception des ONG, des associations, des sociétés civiles. Comment faire ? Voilà, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut absolument qu'il y ait une dynamique qui parte de la rive nord. Il faut absolument qu'on explique, qu'on fasse prendre conscience, puisqu'on a quand même une certaine influence sur les dirigeants de ces pays. Il faut quand même qu'on fasse prendre conscience à ces dirigeants que les sociétés civiles, que les citoyens, que la citoyenneté, c'est ça le moteur. Donc les gens, il faut laisser les citoyens s'organiser. Il faut laisser les citoyens se prendre en charge. On le voit dans les pays du Sud, en Afrique subsaharienne ou au Maghreb, quand il y a des initiatives citoyennes qui ne sont pas bloquées, je ne parle même pas d'encouragement, qui ne sont pas bloquées, ça donne des résultats incroyables. Alors vous savez, à chaque fois, on vous dit, les pays en question vous disent « Ah, l'ingérence »,
Et le deuxième argument, c'est de dire « Ah, mais laissez tel ou tel pays faire son propre chemin de démocratie ou son propre modèle démocratique. » Mais on est tout à fait d'accord. Mais sauf qu'il ne faut pas bloquer les citoyens. Il faut laisser les citoyens faire. On n'a pas besoin d'ingérence, on n'a pas besoin de demander aux autres de venir. C'est pas un problème. Mais laissons les citoyens qui veulent s'organiser, qui ont des idées, qui ont des projets, il faut les laisser faire. Et ça, on le sait. On le sait. Il y a de tels talents au Maghreb et en Afrique subsaharienne, on les voit. Donc, il suffit de ne pas les bloquer, il suffit de les laisser faire. Donc, je crois qu'il y a du génie qui peut s'exprimer et qu'on peut avancer. Donc, voilà. Louis Bachou, pour terminer, est-ce qu'il y a un modèle démocratique unique? Est-ce qu'il y a un modèle démocratique universel, une citoyenneté d'expression universelle, une capacité pour les sociétés civiles de participer à la gouvernance? Ou alors, est-ce que c'est à la carte? Ou est-ce que c'est deux poids, deux mesures? Non, la démocratie est interprétée différemment en fonction de la densité de population. Hein. Rappelez-vous que nous, en haut de la montagne, on est 10 personnes au kilomètre carré. Que actuellement, à Lagos, par exemple, au Nigeria, vous êtes environ 20 000 personnes au kilomètre carré. Donc, la densité est très importante. Alors, je réponds à deux choses avant de commencer. Premièrement, le rapport charnel est très important. Et pourquoi? Parce que quand vous êtes soumis à l'outil, et que l'outil tombe en panne, et ça m'est arrivé, je vais vous donner une dizaine d'exemples dans cette année. L'outil est tombé en panne. Et brutalement, il n'y a plus d'échange possible. Il faut aller vers l'autre. Et moi, je me souviens, à Boucaïd, on parlait un peu arabe, on parlait un peu français, on parlait un peu espagnol, et ça marchait très bien. Et à 4 ans, on était capable d'échanger, et quand on se forçait un peu, tout le monde se force. On est en train d'aller vers le principe de précaution. C'est faux. Il n'y a qu'un seul principe, c'est le risque, et on prend le risque d'apprendre des langues étrangères, car le support charnel est considérable. Et il faut que l'homme soit autonome. Dès que l'homme est soumis à un outil, il est soumis quelque part. Et quand on possède l'outil, on en fait ce qu'on veut. Merci Louis Bachou. Merci Louis Bachou. En tout cas, ce qui vous unit tous les trois autour du plateau, c'est la passion et l'optimisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Amer Wali, La terreur sainte du verbe au fusil, aux éditions Éric Bonnier. Le coup d'éclat de la naissance du fils aux législatives avortées de 91, avec une préface de Mustapha Amouche qu'on salue et qu'on adore à Beurre FM. Adel Azam, Damas Moscou à cheval. Hein, bravo. Hein. Et puis Louis Bachou, L'Algie, L'oiseau des profondeurs. On est en pleine Méditerranée. Merci d'avoir partagé avec nous ces quelques instants et à très bientôt sur Beurre FM.